C'est une enquête qui a commencé dans un placard. Eh oui, à Cache Investigation, on aime beaucoup le thon. C'est tellement pratique pour agrémenter une salade, des pâtes ou se faire un sandwich. Et vous aussi, vous l'aimez, ce thon. En 2017, les Français ont consommé l'équivalent de 373 millions de conserves comme celle-ci. 8 ménages sur 10 ont rempli leur placard de cette petite boîte. La ménagère, chère aux publicitaires, aime décidément le thon. Et puis, ouvrir une boîte de thon, c'est déjà sentir les embruns. Voilà le thon, petit navire que nous rapportons du grand large. Petit navire, le thon au bon goût du large. Mais ce thon, comment est-il pêché? Par des petits navires? Bien sûr que non. Ce sont ces gros thoniers qui pêchent le thon. Avelvad, Talenduic. Des noms bien bretons. Ils viennent de Concarneau. On file en Bretagne, à la recherche de ces thoniers. Pour se rendre au port, c'est très simple. Il n'y a qu'à suivre les mouettes et les instructions du GPS. Prendre à droite sur rue des Chalutiers, puis prendre à gauche sur rue des Sardiniers. Prendre à gauche sur rue du Port, puis prendre à droite sur rue des Thoniers. Nous y voilà, tout y est. Le crachin breton, les chalutiers et les sardiniers. Mais point de thonier à l'horizon. Pourtant, le Drenec, le Talenduic, l'Avelvad, tous ces navires ont été construits ici. Pardon, monsieur? Vous êtes un habitué, vous, d'ici? Oui. Ouais. Vous connaissez bien le port? Oui, Ouais. parce que je sors rien de port. Ah bah d'accord, je suis tombée sur la bonne personne. Vous connaissez, vous, ces bateaux-là? Le Drenec? Le Drenec, oui, c'est un thonier qui a été fini ici. Ah, mais ici, on peut pas le trouver ici? Ah non. Ils pêchent pas ici, en fait. Ah non, ils viennent jamais ici. Il n'y a plus de thon débarqué ici. Ah ouais. Au revoir. Au revoir. Mais où sont passés les thoniers de Concarneau? La réponse est sur la boîte de thon. C'est bête, hein? On n'avait pas pensé à la retourner. Océan Atlantique, Océan Indien, Océan Indien, Océan Indien, Océan Indien. Ça en fait du thon albacore pêché dans l'océan Indien. Et c'est bien là tout le problème. À force d'être trop pêché, le thon albacore est aujourd'hui menacé. Les scientifiques l'ont même déclaré en surexploitation et en surpêche. On s'envole pour l'océan Indien. La plaque tournante du thon, les Seychelles. Autant vous dire, on ne s'est pas fait prier pour y aller. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Seychelles. Arrivé à l'aéroport, pas de doute, on est sur la bonne piste. Petit navire fait de la pub pour ses boîtes de thon. Des plages de sable blanc et des cocotiers. Le paradis. Enfin ça, c'est bon pour l'affiche. Leur usine est installée dans cette zone portuaire. C'est la plus grosse conserverie de l'océan Indien. Et ceux qui alimentent Petit Navire, ce sont ces gros thoniers. Essentiellement des navires français et espagnols. Des bateaux-usines qui peuvent mesurer plus de 100 mètres de long. Toute la journée, les ouvriers de Petit Navire trient le poisson qui vient d'être débarqué. Nous avons à peine le temps de les filmer que nous sommes interrompus par un agent de sécurité. Celui-ci nous prend en photo, mais nous interdit de tourner. Le port, c'est OK, mais ici, c'est privé. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes. C'est interdit de filmer? Oui, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est la politique de l'entreprise. Petit navire, tout petit tournage.
nous tournons la caméra vers les tonniers. Du thon congelé, comme s'il en pleuvait. 318 262 tonnes ont été débarquées ici en 2017. Victoria, la capitale des Seychelles, est devenue le premier port thonier de l'océan Indien. Pascal Bach est un chercheur installé aux Seychelles. Il surveille justement les captures des thoniers français. Il est obligé d'être à couple. Et des fois, donc, voilà, donc on voit que c'est sportif, hein, des fois. Oh, vous savez, Pascal, monter sur un thonier, on en a vu d'autres. Hein. Et là, il va y avoir un peu d'escalade, là. Ah oui. Voilà, donc ça va être... Manifestement, le scientifique se réjouit à l'avance de nous faire vivre cette épreuve. Bon, bah ça va, hein. On aimerait bien vous y voir, vous. Heureusement, Sophie, vous avez mis les chaussures ad hoc, c'est bien. Bah quoi? Qu'est-ce qu'elles ont, ces sandales? C'est les vraies chaussures d'escalade, hein. Ouais, bah ouais, mais bon, j'ai pas envie d'avoir chaud aux pieds. Si on n'a même plus le droit d'être en nu-pied sur les tonniers... En tout cas, nous voilà sur l'Avelvad, l'un des bateaux que l'on cherchait à Concarneau. Bonjour. Bonjour. Sophie Le Gall, enchantée. Cédric, enchanté. Bah merci de nous accueillir à bord. Pas de problème. Cédric Leblois est le commandant de ce tonnier. On rentre en vacances. Il n'est pas mécontent d'avoir fini sa campagne de pêche. D'accord. Là, vous êtes resté combien de jours en mer On est parti il y a 2 mois. On part 2 mois et on rentre 2 mois chez nous avant de revenir à nouveau. Ah oui, donc ça fait 2 mois que vous étiez en mer, là. C'est assez long. Et vous avez bien pêché? Vous êtes Ça s'est content? bien passé chez nous. Poisson, en ce moment. Vous avez pêché combien de tonnes? Parce qu'on se rend pas compte des Là, quantités. ça représente 1700 tonnes. 1700 tonnes. Ah oui. Un bateau comme ça peut pêcher 1700 tonnes. En 800 tonnes à 900 tonnes, on est rempli. Et là, du coup, on est rentré débarqué, on est reparti en mer. D'accord. D'emblée, le commandant tente de faire vibrer notre fibre bretonne. Vous êtes bretonne alors? Ouais. Ça peut pas être un reportage à charge? Bien sûr que non. On est entre Bretons. Dans les cales du bateau-usine, le thon est sorti des cuves. Du thon qui a été congelé en mer, mis dans la saumure, juste après avoir été pêché. Pendant 4 jours, à un rythme effréné, les dockers vont décharger les 800 tonnes capturées en moins d'un mois. Ce thon, c'est du listao ou de l'albacore. L'équipe de Pascal Bach mesure le thon pêché. De gros albacores, mais pas seulement. Certains sont de très petite taille. Ah ouais, là? Albacore 49. Albacore 58. Albacore 59. Ce sont de très jeunes thons. En dessous d'1 mètre, l'albacore est considéré comme juvénile. Je ne pensais pas qu'il y avait des albacores aussi petits, en fait, qui étaient pêchés. Ah, beaucoup de petits. Et encore plus petits? Et là, ça veut dire que c'est de l'albacore qui ne s'est pas encore reproduit? Et vous en mesurez souvent, vu comme ça? Tous les jours. Tous les jours, d'accord. Ces jeunes albacores sont loin d'être une exception. Dans ces cuves, c'est même la norme. L'échantillonneur nous montre les relevés de capture de la matinée. L'albacore, le plus moyen, là, c'est 46 à 45. Le plus gros, c'est à peu près 60. Il y a 108 albacores qui ont été... 108, et 108 que de juvéniles, que de jeunes thons. Que les jeunes. Il n'y a pas de gros. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, ça peut menacer la ressource? Ouais, ça peut. Ça peut, oui, parce qu'ils ne produisent pas. Tu vois, le petit ne produisent pas, mais ils continuent à pêcher. Idéalement, ce qui devrait être fait, c'est que on devrait exploiter des poissons qui se sont reproduits au moins une fois. Oui, là, Voilà. c'est pas le cas, par exemple. Et donc là, on n'est pas dans cette situation. Mais pourquoi ces gros bateaux pêchent-ils des poissons aussi petits? Tout simplement parce qu'ils sont pêchés sous DCP. C'est quoi un DCP? Pour comprendre, nous allons vous raconter l'histoire d'un thon. Il était une fois un bébé albacore qui s'appelait Tuna. Avec sa bande de potes, son banc, comme on dit entre thons,
il aime parcourir l'océan Indien. Mais c'est sans compter sur les thoniers et leur terrible piège, le DCP, dispositif de concentration de poissons, appelé aussi épave. Une sorte de radeau fait de morceaux de bois, de cordages et de filets en nylon. Et ce DCP est une arme redoutable. Il attire tous les listao. Et parmi les albacores, ce sont surtout les jeunes, comme bébé tuna, qui viennent se regrouper autour des DCP. Pourquoi? Même les scientifiques n'en savent rien. Vous vous dites, mais tuna est complètement bêta. Non, tuna est un thon, et oui, tuna n'a pas inventé l'eau chaude. Les thoniers n'ont plus qu'à jeter leurs immenses filets. Et c'est comme ça que bébé tuna finira dans une boîte de conserve. Cette méthode de pêche, très efficace, est en pleine expansion. En 2017, la flotte française a réalisé 78% de ses captures de thon grâce au DCP. Même le commandant du navire s'interroge sur les conséquences de cette technique imposée par son entreprise. On largue uniquement sur épave. Ah bon? Et donc là, ce n'est que de la pêche sur DCP. Tout à fait. Nous, les marins, on ne trouve pas ça pas logique. Vous ne trouvez pas ça logique de pêcher sur DCP tout le temps, c'est ça que vous dites? Oui, tout à fait, parce qu'on ne respecte pas les juvéniles, et alors qu'on devrait respecter ça. Commencer par là, quoi. Le pêcheur est préoccupé, et il y a de quoi. Selon un rapport de la Commission du thon de l'océan Indien, la CTOI, les thoniers pêchent sous DCP essentiellement de jeunes albacores qui ne se sont pas reproduits. Preuve en est ce graphique. L'albacore capturé sous DCP pèse en moyenne moins de 10 kg, et cela depuis plus de 20 ans. Une pêche en grande partie constituée de juvéniles. De quoi menacer une espèce surexploitée. Les premiers à subir cette pêche intensive sous DCP, ce sont les marins séchellois, comme Kiss André. 22 ans qu'il pêche le thon. Nous, ça fait longtemps que nos pêcheurs crient qu'il n'y a plus de poissons. On est obligé d'aller plus loin, de passer plus de jours en mer. On ne peut plus continuer à travailler comme ça. On n'a jamais été en guerre contre les thoniers, mais on était en guerre contre la pratique qu'ils font. Et pour moi, c'est ça, c'est plus la pêche. C'est quoi ça pour vous? Moi, j'appelle ça la récolte. Et pour moi, j'aimerais bien que ces messieurs-là, ils redeviennent pêcheurs. Qu'ils arrêtent de pêcher avec les DCP. Ils arrêtent de pêcher, ils redeviennent pêcheurs comme moi. Redevenir pêcheur comme avant? Avant l'arrivée des DCP. C'est parti mon kiki, retour aux années 80. Les Bretons viennent d'arriver dans l'océan Indien, c'est tip-top. À l'époque, on pêche en slip de bain à la fraîche. Et du thon, on en a jusqu'aux shorts. Une pêche virile, quoi. Mais surtout, une pêche que l'on pratique sur banc libre. Pendant des jours et des jours, les marins traquent les bancs de thon. Je vois des oiseaux plus loin. Sans aucune certitude de les capturer. Ici, là. Combien de jours il peut rester parfois à chercher le poisson comme ça sans rien voir? Maximum. Maximum une quinzaine. Ah oui, 15 jours, c'est un peu long. Cette époque est révolue. Dans le monde moderne, la pêche industrielle doit être efficace et rentable. Plus rien n'est laissé au hasard. Pour le comprendre, rien de tel qu'une partie de Master Thon. Allez, c'est parti. Chaque thonier passe de DCP en DCP pour récolter le thon. Et pour pêcher encore plus, il a une arme secrète, le navire de soutien. Ce bateau ne pêche pas. Il est uniquement là pour larguer des DCP et pourquoi pas piquer ceux des autres. Le navire de soutien augmente considérablement la productivité des thoniers. Game over.
Jacques est marin depuis 20 ans. Il a embarqué sur l'un de ses navires de soutien qui larguent les DCP. Il préfère garder l'anonymat. Difficile de critiquer ouvertement les techniques de pêche quand on est soi-même dans le milieu. Moi, ce qui me paraissait le plus, c'était le nombre de DCP qu'on mettait à l'eau. C'était la quantité, surtout. C'était assez impressionnant, ouais. Vous avez pu en mettre jusqu'à combien? On avait mis 200 à peu près DCP à l'eau et on avait dû en piquer 80, il me semble. Quelque chose comme ça. 200 DCP à l'eau en une cinquantaine de jours, c'est ça? Une cinquantaine de jours, c'est ça. Des centaines de DCP associés à de la haute technologie. Chaque DCP est relié à une bouée qui détecte le poisson. Il y a un sondeur sur chaque DCP et il doit savoir à peu près, à quelques tonnes près, combien le DCP peut avoir regroupé. À partir d'une certaine quantité, un coup de filet, ça peut être rentable, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est un petit peu tricher aussi, quoi, de regrouper le poisson. Comme ça, on va plus pêcher, on va cueillir en fait du poisson. Écœuré par cette technique, le marin décide de ne pas rempiler. J'aurais pas pu faire d'autres missions, quoi. C'est pas une pêche qui me correspond. Pourquoi vous n'auriez pas pu faire une autre mission? Parce que je me suis rendu compte du carnage qu'on était en train de faire, quoi, tout simplement. Le carnage écologique que ça représente. On est en train de vider les océans. De toute façon, j'ai écouté des conversations entre les gars qui faisaient ça depuis longtemps et qui disaient bien qu'ils étaient conscients qu'ils pêchaient de moins en moins et de plus en plus de petits poissons. Donc on est en train de vider les océans. L'obsession de la rentabilité, quitte à mettre en danger les stocks de thon. On commence à en avoir assez dans notre filet sur les DCP. Ça tombe bien. Nous avons rendez-vous avec Yvon Riva, le représentant de la pêche industrielle thonière française. Bonjour, vous allez bien? Merci d'être venu jusqu'à nous, c'est gentil. Boulevard de la Marine, je vous en prie, allez-y, monsieur. Vous êtes notre invité. Yvon Riva, c'est le président d'Orthongel. Ben oui, tu prends du thon, tu prends du gel, ça donne Orthongel. L'organisation professionnelle qui rassemble toute la flotte des bateaux congélateurs français. En tout, 23 thoniers, 114 000 tonnes de thon pêchés pour un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros. Le vieux loup de mer pèse dans le milieu de la pêche. Non, je vais vous embêter, vous allez être obligé de vous asseoir sur la table, comme moi. Sur la table? Ouais. Eh oui, on est comme ça. On s'assoit sur les tables et on est tatillon sur le maquillage. Excusez-moi, monsieur, vous avez des petites brillances avec la lumière? Non, tout le monde est prêt? Ok, interview monsieur Riva. Première. Les produits qui sont pêchés par les armateurs Orthongel, on les retrouve dans quels produits que nous, consommateurs, on achète, j'allais dire, presque tous les jours? Dans toutes les marques, je dirais, qui font de la conserve de thon, Sopiquet, bien entendu, Petit Navire, et puis toutes les marques distributeurs, c'est-à-dire la grande distribution à sa propre marque. Donc si moi, consommatrice, je vais dans un supermarché acheter du thon en boîte, en France, il y a de grandes chances pour que ce soit du thon qui a été pêché par les armateurs d'Orthongel. Une partie, oui. Une bonne partie. Une bonne partie. On est d'accord que Orthongel est quand même un acteur important de la filière. Dans la filière, si vous voulez, si on prend à l'échelle européenne, nous sommes les deuxièmes. Les premiers étant les Espagnols, et nous sommes les deuxièmes. Si vous voulez bien, on va se concentrer sur l'océan Indien. C'est une zone, j'imagine, que vous connaissez bien. Quel pourcentage de captures ont été faites avec les DCP dans l'océan Indien? Est-ce que vous avez une idée? C'est de l'ordre de 60% des captures qui sont faites sur DCP. Aujourd'hui, vous dites ça, vous, hein? Oui. Parce que nous, on a un chiffre. Donc, ce chiffre, il vient de l'Institut de recherche pour le développement. En 2005, dans l'océan Indien, 47% des captures françaises étaient faites grâce au DCP. En 2016, c'est 72%. Vous voyez, le chiffre est ici. Donc, comment vous commentez ces deux chiffres-là? Le commentaire est facile. Je vous ai donné 60% qui était une estimation personnelle. Si vous voyez, c'est plus. C'est plus que ça. Il y a trop de DCP utilisés. Mais vous dites pas plus que ça, il y a trop de DCP utilisés, c'est un peu court, puisque vous représentez la filière, vous représentez les thoniers français. C'est pas si court que ça. Nous, on s'est auto-limité. C'est-à-dire qu'actuellement... La preuve que non.
Non mais pardonnez-moi, hein, vous dites oui, on s'est auto-limité, etc. Moi, quand je vois le chiffre et qu'on passe de 47% de capture à 72% de capture entre 2005 et 2016, l'auto-limitation, elle est mineure pour le coup. Je ne lis pas du tout ces chiffres-là comme vous les lisez. Je vous dis simplement qu'on s'est auto-limité sur le nombre de DCP. Est-ce qu'il y a eu plus de captures? Est-ce que les rendements sur DCP ont été plus importants? C'est possible. Mais le thon albacore, on est bien d'accord, monsieur Riva, aujourd'hui, il est déclaré en surpêche et en surexploitation. Donc ça veut dire que vous pêchez sous DCP, notamment, des albacores qui sont une espèce menacée. On est bien d'accord avec ça? Elle n'est pas menacée, elle est surexploitée. Bah, a priori, à votre avis, quand on est surexploité, déclaré en surpêche, c'est qu'on n'est pas loin d'être menacé. Enfin, ou alors on joue avec les mots, de fait. On ne joue pas avec les mots. D'après le comité scientifique de la CTOI, si ce quota d'albacore est respecté, le stock va se reconstituer. D'accord. Bon, bah alors moi, je vous montre voilà, la moyenne des thons albacores pêchés sous DCP dans l'océan Indien par les thoniers français. C'est moins de 10 kilos. Voilà, vous voyez ici, la courbe, elle est là. Je la rapproche pour que vous la voyez bien. D'accord. Et là, elle est très claire. Vous savez ce que c'est un thon de moins de 10 kilos? Oui, c'est ce qu'on appelle un thon juvénile. Ça veut dire que c'est un poisson qui n'est pas arrivé à maturité sexuelle et qui ne s'est pas reproduit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on pêche ça, c'est-à-dire des thons de moins de 10 kilos? Ça veut dire qu'on pêche... On diminue la capacité de reproduction de l'espèce. On est d'accord? Oui. Vous amputez la ressource, de fait, puisque ces poissons ne vont jamais se reproduire. Non, je n'ai pas d'argument contre ça, c'est une vérité. Elle est scientifique, elle est établie. D'accord, donc vous pêchez des poissons de 10 kilos, juvéniles, qui ne se sont pas reproduits, sur une espèce qui est en surpêche et en surexploitation. C'est le constat que vous pouvez faire. C'est le constat que vous faites aussi? C'est un constat qu'on regrette, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de quoi à la nier. On vous laisse un instant, monsieur Riva, car on a fait une autre découverte. Le problème de cette pêche au thon, c'est qu'on ne pêche pas que du thon. Les DCP attirent les autres espèces de poissons. Et quand les filets remontent, tout remonte. Pour le voir, il faut embarquer à bord des bateaux. Et ça, c'est mission impossible. Mais en se baladant sur le port de Victoria, nous avons fait une heureuse trouvaille. En fouillant dans les cordages d'un bateau, on est tombé sur une carte vidéo. Dingue, non? Si, on vous l'assure, ça s'est vraiment passé comme ça. Une enquête, c'est simple comme un coup de pêche. Ces vidéos ont été tournées récemment sur un thonier français. Des images inédites. Car cette pêche en haute mer se passe bien souvent loin des côtes, loin des regards. D'abord, les pêcheurs vont encercler leur proie avec ce que l'on appelle la senne, un énorme filet qui ramasse tout sans distinction. Les thons et les autres poissons se débattent. La mer devient rouge sang. Avec cette grande épuisette, une salabarde, toute la pêche est remontée sur le pont. Henri a travaillé sur ces thoniers. À maintes reprises, il a assisté à ces captures à grande échelle. La salabarde remonte à peu près 5 tonnes de poissons, tout confondu. Donc, de toute façon, il y a un tri qui est fait sur le pont de manœuvre arrière, qui est fait par l'équipage. On va trouver toutes les espèces. Requins, merlins, espadons, raies. On trouvera de tout. Ici, ce sont des requins soyeux, une espèce particulièrement vulnérable, qui viennent d'être pêchés. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc de toute façon, toutes les espèces qui ne les intéressent pas, c'est mis sur le pont d'un certain côté et ils s'en occupent une fois que la scène est remontée. C'est trop tard. C'est trop tard. Malheureusement, ils sont morts. Parce que même s'ils sont un semblant vivant, on voit bien que quand ils sont remis à l'eau, ils se mettent sur le dos et de toute façon, le poisson va mourir.
Le gaspillage de la ressource se poursuit dans les cales. Les marins trient le poisson. Le thon est envoyé directement vers les cuves. Et les autres espèces sont rejetées à la mer, parfois vivantes, très souvent mortes. C'est un véritable gâchis. On est en train de massacrer tout ce système pour qu'effectivement des compagnies puissent pêcher, avec un seul but, financier. Donc aucun respect de la nature, aucun respect de l'océan. On vous a gardé une dernière vidéo pour la route. Quand les cuves sont quasi pleines, le thonier va quand même pêcher une dernière fois, histoire d'être rempli à bloc. Bah oui, rappelons-le, la pêche industrielle doit être rentable. Et que fait-on du reste? Eh bien, on le relargue. Cette pratique est tout à fait légale. Tant pis si une grande partie des thons rejetés sont morts. L'un des premiers scientifiques à avoir alerté sur les dangers des DCP, c'est Alain Fontenot, l'un des plus grands spécialistes de la pêche thonière. Pour lui, le DCP serait un piège écologique pour les thons et une menace pour d'autres espèces. Il y a 2 espèces de requins qui sont particulièrement abondantes sous les DCP et qui sont particulièrement fragiles. C'est des requins qui sont vite mis en danger. Et il n'y a pas beaucoup de solutions, là aussi, à part de réduire le nombre de captures sous DCP. Et en quoi ça peut être un problème, justement, de tuer trop de requins soyeux? On peut éliminer les espèces, quoi. Ah oui, on pourrait éliminer le requin soyeux. On peut éliminer, oui. Éliminer une espèce marine à cause des conserves de thon, c'est quand même bien dommage, non? Heureusement, la communauté internationale va réagir. La commission du thon de l'océan Indien, la CTOI, décide de prendre le problème à bras-le-corps. Cette commission rassemble tous les États qui pêchent dans la zone. Entre 2 danses balinaises, ils vont décider de diminuer les captures de thon albacore de 15%. Et surtout, ils vont réduire le nombre de DCP par bateau. Ce sera 350 et pas un de plus. Ouf! Bébé Tuna et ses copains sont sauvés. Évidemment, l'histoire est un peu trop belle. Aux Seychelles, sur le thonier breton, nous allons découvrir qu'il y a une subtilité sur ces limitations de DCP. Donc là, ce sont les DCP qui seront mis à l'eau lors de la prochaine marée. Pascal Bach, le scientifique, nous éclaire sur la réglementation mise en place par la Commission du thon de l'océan Indien, la CTOI. Voici la circulaire. La limite est bien de 350 DCP, mais actif. Écoutez bien la suite. On limite le nombre de DCP par bateau à 350 actifs, sachant que ce même bateau peut avoir 350 autres DCP à l'eau équipés de bouées, mais qui ne seront non actives. Ah oui, d'accord. Donc c'est 350 bouées en activité en même temps. Et c'est reparti pour Master Thon. Imaginez un thonier, il pêche dans l'océan Indien. Il va activer les 350 DCP de sa zone. En réalité, il en a 350 autres. Mais comme il n'en a pas besoin à ce moment-là, il les désactive. Mais en réalité, donc, il peut en avoir jusqu'à 700, voilà. Et puis donc, après, on en active, on désactive, voilà. En fonction de la zone où on est, quoi, en fait. Voilà. De mon point de vue, je pense que c'est un nombre qui est très important, voilà. Les limitations imposées par la Commission du thon de l'océan Indien sont loin d'être une réelle restriction pour les navires français. Il n'y a qu'à regarder ce rapport. Chaque État déclare le nombre de DCP qu'il utilise par bateau. En 2016, les flottes françaises en déclarent 200. Ok, si on résume, les thoniers français utilisaient jusqu'à présent 200 DCP. Ils peuvent maintenant en utiliser 350, multiplié par 2, ça fait donc 700.
C'est ce qu'on appelle une sacrée limitation. Et ces DCP, une fois à l'eau, que deviennent-ils? Eh bien, ils voyagent. Ils voyagent parfois très, très loin. Alain Fontenot nous présente une étude sur la dérive des DCP françaises et espagnoles dans l'océan Indien. Toute la zone en rouge et en rose indique les lieux où ils ont pu être observés ou géolocalisés entre 2007 et 2013. Et donc, on voit bien que les DCP sont posés en fait exclusivement dans la zone de pêche, c'est-à-dire très près de la Somalie, dans le canal du Mozambique. Et puis après quelques mois, ils dispersent partout, ils atteignent l'Indonésie ou le Sri Lanka. C'est comme des objets abandonnés qui dérivent sur l'océan. Il y a des milliers de DCP qui... Des dizaines de milliers de DCP perdus. Oui. Il y a un problème de pollution qui est majeur. C'est des DCP ne sont pas du tout biodégradables. Il faut compter des milliers d'années avant qu'ils disparaissent. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer l'océan en poubelle, en particulier donc, dans les récifs coralliens, où là, on ne peut même plus les retirer physiquement. Quand il y a un DCP pris dans un récif corallien, il est inaccessible. Il faudra avoir un hélicoptère et en arracher le récif corallien, mais enfin, c'est... Ah oui, donc ça peut avoir un impact réel sur les récifs coralliens. Oui, ça peut avoir un impact réel catastrophique et visible. À ce stade, on a de nouvelles questions à poser à Yvon Riva, le représentant de la pêche industrielle tonnière française. Dans la pêche sous DCP, il y a un autre problème. Ça s'appelle la pêche accessoire. Alors, qu'est-ce que c'est la pêche accessoire? La pêche accessoire, ce sont la capture de poissons qui ne sont pas ciblés. Je veux dire, c'est des poissons qui ne sont pas du thon. Est-ce que vous connaissez Alain Fontenot? Ah oui. Qu'est-ce que vous diriez de cet homme? Ben, c'est sûrement le plus grand spécialiste de la pêche tonnière dans les 20 dernières années. Ben, on va écouter ce qu'il dit, monsieur Fontenot, puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a deux espèces de requins qui sont particulièrement abondantes sous les DCP et qui sont particulièrement fragiles. Et généralement, on les remet à la mer. Mais même quand ils paraissent vivants, la plupart du temps, ils sont morts. Un commentaire? Et si vous voulez, il n'y a pas d'autre moyen pour éviter ça. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de les remettre à l'eau vivante. Vous avez vu que le coefficient de survie de certaines espèces, entre autres les requins, est relativement faible. Ben oui, c'est ce qu'il dit, Alain Fontenot. Il dit que la plupart des poissons, ils ne survivent pas, ils meurent. Même si on a l'impression, quand on les rejette à l'eau, qu'ils sont encore vivants, en fait, ils meurent après. Y compris sur des espèces... protégés, ou en tout cas quasi menacés, comme les requins. Je n'ai pas d'autre réponse. Vous ne vous sentez pas à l'aise? C'est ce que j'appellerais un dommage collatéral. Un dommage collatéral. Oui, exactement, parce qu'à côté de ça, on essaie, avec un protocole qui a été mis en place, de remettre les requins à l'eau, si possible, vivants. D'accord, parce qu'en fait, vous avez rédigé un guide. Ce guide, c'est celui-là, on est d'accord? Et dans ce guide, vous dites très clairement, effectivement, là, ce qu'il faut éviter de faire avec un requin. Donc là, on voit, ne pas l'attraper par la queue, ne pas l'attraper ici par le nez, et ne pas exposer l'animal au soleil. Donc on est d'accord, c'est toutes ces recommandations que vous donnez. Oui. Vous, est-ce que vous avez le sentiment que ces recommandations, elles sont respectées sur les bateaux? Je l'espère, en tout cas. Et on les martèle le plus souvent possible. Vous l'espérez, mais vous n'en êtes pas sûr. Je vous rappelle que c'est quand même plus du domaine de l'armement que de l'organisation professionnelle. Nous, on a fourni tous les éléments. Après, la discipline sur le bateau, si vous voulez, ça part du commandant, et au-dessus du commandant, il y a l'armateur. D'accord. Bon, alors moi, je vous montre des photos qui ont été prises, alors pour le coup, très récemment, sur un tonnier français dans l'océan Indien. Puis alors, vous voyez très très bien... le requin tiré par la queue ici, là, ici, même chose. Ça va, mais exactement à l'encontre des recommandations que vous donnez. Et ça a été pris très, très, très récemment, ces photos-là. Une réaction? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je le regrette. Ça ne devrait pas. Parce que là, le requin, il n'a plus aucune chance, on est d'accord? Il sera sûrement abîmé. Donc ça veut dire que ces requins-là, ils n'ont aucune chance. Ces deux-là, ils risquent sûrement d'être morts quand ils toucheront. Ils n'ont aucune chance. Photo suivante, on regarde ensemble. Pareil, pris sur un tonnier français. Là, très récemment, qu'est-ce qu'on voit?
des espadons ligotés par un câble. Même chose, mêmes effets. Même réponse, je le regrette. Ça n'aurait pas. D'accord. Revenons sur la pêche au DCP. Je voudrais vous montrer cette carte. C'est très impressionnant parce que chaque croix rouge, là, représente un DCP détecté en visuel. Et en rose, tout autour, donc là, on voit que c'est très, très, très important, c'est la dérive entre 2007 et 2013 des DCP dans tout l'océan Indien. Un commentaire? Il y en a trop, je vous dis, il y en a beaucoup trop. La question, elle est simple. Est-ce que vous n'êtes pas en train de polluer tout l'océan Indien avec vos DCP? Attendez, la question, on a dit tout à l'heure qu'il y avait trop de DCP. Ça, je le maintiens, cette position. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas en train de polluer tout l'océan Indien avec vos DCP? Je repose ma question. Non. 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 Pourquoi c'est pas vous qui les ramassez, ces DCP? Parce qu'on n'a pas les moyens, si vous voulez, de les ramasser. Nos moyens sont mobilisés sur la pêche et qu'on n'a personne qui fait le tour des îles avec un bateau pour ramasser les DCP. Ben, est-ce que vous ne devriez pas le faire? Ça n'a pas été dans les objectifs, en tout cas, pour l'instant. Eh non. Pollution, espèces menacées, thon pêché avant même qu'il ne se soit reproduit. Cette pêche thonière n'aurait rien de très durable, de très écologique.